Bah, aujourd'hui, on a décidé de faire un nouveau format, une conversation entre toi et moi, parce que je trouve qu'on a souvent des conversations intéressantes. On va essayer d'apporter un maximum de valeur à l'audience sur les thématiques qu'on connaît. On va aussi partager peut-être notre manière de travailler, les choses qu'on a découvertes ces dernières semaines, ces derniers mois ou pendant toute notre carrière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'audience, parce que c'est quand même le gros sujet. Si tu veux vendre des trucs, si tu veux monter un business, peu importe ce que tu Le veux nerf de la faire, il y a guerre, un hein. moment, voilà, il y a un moment, il va falloir Comment qu'il y ait avoir des des gens qui clients. découvrent. C'est ça. Il y a un moment, les gens vont devoir te trouver. Comment? Il y a plein de stratégies pour ça. Je voudrais qu'on en discute. Est-ce qu'il vaut mieux faire de la grosse vue, viser le grand public? Est-ce qu'il vaut mieux viser une audience de niche? Est-ce qu'il faut payer pour avoir de l'audience avec de la publicité? Est-ce qu'au contraire, il faut se focaliser sur l'organique? Est-ce qu'il faut faire les deux? Est-ce qu'il faut faire aucun des deux? Est-ce qu'il y a des techniques pour développer peut-être son business sans audience? Je pense qu'il y a plein de sujets et c'est super intéressant. Est-ce que peut-être Félix, tu veux commencer toi, tu fais du contenu maintenant, Félix, d'ailleurs. Bah, ouais, bah, ça débute, hein. Ça casse pas trois pattes à un canard encore, mais ouais, je commence. Déjà pour commencer, parce que là le podcast c'est, on commence juste. Est-ce qu'on se cantonne juste aux créateurs de contenu ou c'est de manière large? Tu vois, c'est quoi, c'est qui la cible là? Ouais. Je pense qu'on peut élargir la cible. Y a pas, je pense en fait qu'il n'y a pas que les créateurs de contenu qui ont besoin d'audience. Et que peu importe. Et d'ailleurs, toi, tu l'as compris, Félix, de base, que toi, tu n'es pas créateur de contenu. Tu bosses avec des entrepreneurs, plutôt dans les coulisses en général. Et voilà, tu fais la gestion de leur entreprise. Pour toi, ça pourrait paraître complètement inutile de créer du contenu, et pourtant, tu le fais. Et on va en parler, on va discuter pourquoi ça peut être utile pour, à mon avis, presque tous les entrepreneurs ou les freelances ou les créateurs de contenu, bien sûr, mais aussi, je sais pas, les coachs, les formateurs de créer du contenu. Après, forcément, il faut avoir l'envie de le faire. Et on peut partir là-dessus parce que toi, à la base, tu n'avais pas forcément ce feu sacré de la création de contenu, contrairement à moi. Mais tu as quand même décidé de le faire et tu as trouvé une manière de le faire que moi, je qualifierais déficiente. Ça veut dire que ça te demande peu de temps et d'efforts pour des résultats qui sont cool, puisque tu peux publier une ou deux vidéos YouTube peut-être par semaine, assez longues, avec pas mal de valeur. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le secret? Bah, à force de travailler avec des créateurs, quand même, je commence à voir à quel point c'est important de développer une audience et créer du contenu autour de sa thématique. Bon, je suis assez lent à la détente parce que ça avait mis 6 ans à commencer à créer du contenu, mais c'est important de le faire, tu vois. Et moi, quand j'ai commencé à bosser avec toi et pour d'autres créateurs, ça me semblait tellement éloigné et difficile, tu vois, de créer du contenu c'était même pas possible d'en rentrer dans ma réalité. Tu vois, je me disais, bah non, c'est eux, maintenant, ils ont le feu, ça crée, etc. Ils vont faire du contenu, etc. Et au fil du temps, tu vois, au fait de travailler avec toi, travailler avec d'autres personnes, bah, j'ai commencé à voir qu'en fait, bah, peut-être il y avait cette idée des coûts décroissants, c'est-à-dire que bah, il y a des manières de faire les choses, peut-être d'une version minimale serait à ma portée et que je serais à l'aise de tenir sur la durée. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un format qui me demande le moins d'efforts possible, parce que je me connais et je sais que si je pars dans des grands projets et avec beaucoup d'implications, etc., je suis pas sûr de le tenir à long terme. Donc j'ai voulu partir de l'opposé en me disant, bah, comment faire du contenu de la façon la plus simple, la plus efficace, la moins, demande le moins de temps. Voilà un petit peu la réflexion, et c'est comme ça que j'en suis venu à l'idée en fait. Mais en fait, j'ai embauché quelqu'un juste pour parler avec moi parce que j'ai remarqué que dans ma personnalité, je prenais plus de plaisir à discuter avec les gens que d'écrire ou d'enregistrer seul un podcast. Et donc, je paye quelqu'un pour discuter avec moi. Je note quelques idées dans la semaine, et en fait j'ai un rendez-vous d'1 heure et demie par semaine. J'ai juste à me connecter, à discuter, à prendre 3 sujets pendant le call, enregistrer, et après ça part au montage et j'ai rien à faire, etc. Donc ouais, c'est le Attends, process que j'ai choisi. qui, comment tu trouves quelqu'un pour faire ça en fait? Genre, il faut trouver quelqu'un. Il y a des gens, leur métier, c'est d'être payé pour travailler avec toi. C'est quoi le délire? Mais je pense, honnêtement, tu peux embaucher, je pense, n'importe quel ami avec qui tu as des discussions, avec qui tu partages, tu vois, bah, d'un point de vue business. Donc, bah, il faut pouvoir avoir quelqu'un dans son entourage. Mais je pense que ça peut suffire, tu vois. Moi, j'ai pris quelqu'un
avec qui je travaille, qui me coach et qui me fait aussi travailler sur le questionnement. Donc c'est son métier de poser des questions, donc aussi c'est plus facile pour elle comment dire, de se coller à n'importe quelle demande. Si je lui dis bah, pose-moi des questions pour m'aider à me relancer sur un sujet, il n'y a aucun souci parce que c'est son métier. Mais je pense que n'importe qui avec qui tu as des discussions au quotidien pourrait tenir le micro et c'est pour ça qu'on voit un peu cette mode aussi des fausses interviews parce que Ouais. c'est simple à mettre Et surtout en que c'est œuvre quoi. naturel, tu vois. C'est naturel. C'est pas naturel de parler devant une caméra et de parler tout seul et de construire un plan et de construire un contenu tout seul. C'est pas du tout naturel. Alors que avoir une conversation avec quelqu'un, on le fait tous en fait. C'est quelque chose d'évident. Et je pense que c'est ça le secret pour beaucoup de gens qui sont bloqués avec la création de contenu. En fait, tout le monde est pas à l'aise avec ça, mais il y a des gens qui sont bons en discussion, avec qui tu as des discussions intéressantes, tu vois, qui peuvent avoir une certaine profondeur, qui peuvent élaborer des concepts, tu vois, mais qui savent pas créer du contenu parce qu'ils n'ont pas le bagage technique de comment je fais pour parler devant une caméra, comment je fais pour tout, pour la lumière, pour le son, pour le montage. Et du coup, ils créent pas de contenu. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour ces gens-là, Bien sûr. qui est justement de leur apprendre à faire du contenu low maintenance, tu vois, du contenu low Et tech. chaque année, YouTube devient de plus en plus professionnalisé. On voit de plus en plus de créateurs avec des décors, une équipe, etc. Et du montage ultra agressif, ultra dynamique. Et justement, c'est important de voir qu'il y a une autre façon de faire du contenu. Mhm. Et tu vois, dans le schéma que j'ai proposé d'avoir quelqu'un qui discute avec soi-même, au départ, je pense que ce qui est une bonne façon de le faire, c'est vraiment de ne pas mettre la pression. Tu vois, de dire, Ouais. je suis pas en train d'enregistrer la vidéo YouTube, etc. C'est une discussion, t'enregistres. Et juste te dire, je parle, même si je bafouille, c'est pas grave, etc. Et après, on regardera au montage. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont exploitables ou pas? Si c'est pas exploitable, tant pis, ça passe à la poubelle. Et si c'est exploitable, bah, tant mieux, ça fait du contenu. Et vraiment, de pas se mettre la pression en se disant que Mhm. c'est pas grave si ça produit rien de positif. Moi, ce que j'ai Donc, observé, j'ai commencé comme ça. Et qu'après, au fil du temps, tu vois, on commence à prendre légèrement des petites habitudes de tournage. Tu vois, mhm. maintenant, on prend l'habitude que si vraiment on dit quelque chose qui est absolument pas clair, eh ben, on s'arrête. Comme ça, on sait que ça va être coupé, et on le refait la phrase, etc. Mais ça, c'est des petits mécanismes qu'on est en train Ouais. d'apprendre et mettre en place, mais qui n'est pas du tout utile au départ, en fait. Donc il faut expliquer, hein, elle est pas devant toi, la personne qui te fait Non, parler. c'est sur Riverside. C'est sur Riverside, toi tu es en Roumanie, voilà, rien à voir. On fait ça sur un outil qui s'appelle Riverside, comme ce qu'on utilise là pour s'enregistrer. Donc c'est comme un Zoom hein, finalement. On discute, tu te prends pas la tête à savoir si c'est enregistré, ce que tu dois dire, est-ce que ça doit être parfait et tout. Tu te laisses, voilà, vous discutez peut-être pendant 1 heure. Et ensuite on voit ça à Léna, qui est notre Ouais. monteuse. Et elle va essayer de te trouver à l'intérieur des moments intéressants. Elle va te les extraire, te les monter et te faire peut-être une vidéo de 10-15 minutes qui parle de ce sujet-là, où tu vas parler de ce sujet-là, où ça va être intéressant, et elle va le mettre sur YouTube, c'est ça? En général, un enregistrement d'une heure 20, ça donne 3 vidéos de 10 minutes. Hmm. Tu vois, 3 vidéos de 10-15 minutes. En tout cas, c'est à peu près le ratio que j'ai. Et donc, en fait, officiellement, là, c'est une session, ça fait 3 vidéos, tu vois. Donc, c'est plutôt efficace, tu vois. Très Donc, efficient. Léna a des mois de vidéos à monter parce que elle a plus de vidéos elle a Ok, plus de contenu à monter que. Donc là, tu vois, comment dire, l'entonnoir, ça bouge un petit peu plus au montage hmm, qu'au reste, quoi, tu vois. ok. C'est intéressant, c'est déjà pour tous les gens qui ont du mal à faire du contenu. Je pense que ce qui est enthousiasmant, c'est le format podcast. Parce que comme tu dis, YouTube, c'est de plus en plus, ça fait peur aux gens. Moi, c'est un truc vraiment que j'observe maintenant quand je discute avec des gens avec des nouveaux créateurs de contenu, entre guillemets, qui viennent du format short. La nouvelle génération de créateurs, ils viennent tous de TikTok, Insta, format short. Et je remarque un truc qu'ils ont tous envie de faire, c'est qu'ils veulent tous se lancer sur YouTube, parce que YouTube, c'est un peu le sérieux, tu vois, le contenu sérieux. C'est drôle parce que nous, quand on se lançait, tu vois, enfin, Oui, c'était le pas truc sérieux. sérieux, c'était les médias traditionnels, c'était le bouquin, c'était la télé, enfin, YouTube, c'était un truc de rigolo. Et aujourd'hui, pour les créateurs qui se lancent, c'est YouTube, tu vois, le goal ultime. Sauf que YouTube, ils le font pas souvent, où ils mettent beaucoup de temps avant de le faire, où ils réfléchissent très longtemps, etc. Parce qu'ils ont l'impression que faire du YouTube, c'est un autre travail. Parce qu'en fait, quand tu fais une vidéo d'1 minute et que tu veux que ce soit parfait, bah, c'est possible. Tu vas tout scripter, tu vas refaire les plans 4 ou 5 fois, tu vas tout habiller avec des images. 1 minute, ça va te prendre une demi-journée.
tu vas pouvoir faire une putain de vidéo d'1 minute extrêmement léchée, extrêmement bien montée et tout. Si tu vas faire une vidéo de 40 minutes, bon courage, tu vois. Bon courage pour mettre le même niveau de soin, de temps et d'attention dans 40 minutes, c'est-à-dire 40 fois plus de temps que pour ta vidéo d'1 minute. Et en fait, je pense Mais qu'il faut prendre le problème à l'envers et se dire comment est-ce que je pourrais faire des vidéos YouTube sans y passer plus de temps que le temps que je passe pour faire un short. Et je pense qu'elle est là la clé. Et moi, mon expérience, que j'ai essayé de faire des shorts avant, c'était nul. Et c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire des shorts que justement de faire des vidéos YouTube comme ça, low-tech. Ouais. Et en fait, c'est juste des barrières, des barrières mentales parce que de faire des shorts, ça demande énormément de compétences en termes d'écriture, en termes de hook, en termes de Ouais. machin. Si tu scriptes, après tourner avec, en lisant ton script, etc. Après les montages, enfin, franchement, ça demande plus de temps que juste de parler avec quelqu'un, tu vois. Et il y Et a, il y a une ouais. indulgence sur YouTube qu'il n'y a pas au format short, parce que déjà au format short, les gens Ah ouais, choisissent non. pas de regarder, tu t'imposes, et donc tu dois faire tes preuves en quelques secondes, tu vois. Et donc chaque phrase doit être parfaite pour capter l'attention des gens. Hier, j'étais dans le train et je voyais une meuf devant moi qui était enfin, qui était dans son feed Reel, tu vois, sur Instagram, donc elle regardait des vidéos courtes là. Elle passait jamais plus de 3 secondes sur une vidéo. Donc c'était vraiment scroll, 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 scroll. C'était ça pendant tout le temps. Et je me suis dit, putain, j'avais de la peine pour les créateurs, tu vois, qui étaient là. Oh, T'imaginais, arrête-toi, t'imaginais arrête-toi. ouais. Scroll, scroll, scroll. C'était Tinder le truc, tu vois. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouh. Alors que quand tu regardes, moi, en tant que consommateur de vidéos YouTube, je regarde pas trop de contenu short, mais je regarde beaucoup de contenu YouTube. En tant que consommateur de contenu YouTube, tu choisis de regarder une vidéo. La vidéo, elle dure 25 minutes. Moi, je passe 25 minutes devant, tu vois, je la lance. Et si c'est un petit peu emmerdant pendant 1 minute ou deux, c'est pas grave parce que ça fait partie d'un tout. Et j'ai envie d'aller voir ce qu'il va dire après. Et tu vois, il y a moins cette obsession de la rétention, même si MrBeast a quand même pas mal poussé le truc. En vrai, voilà, pour beaucoup de vidéos YouTube, on a plus d'indulgence en fait pour une vidéo YouTube que pour un Reels où on l'a pas demandé, il est là. Putain, mec, t'as intérêt à me capter l'attention jusqu'à la fin, sinon je te zappe, ça prend un quart de seconde de te zapper, quoi. Et du coup, Antoine, à quelqu'un qui, enfin, tu vois, à quelqu'un qui se lance, tu lui recommanderais quoi aujourd'hui? Quelle plateforme? Parce que maintenant, là, il y a des sirènes dans tous les sens. Est-ce qu'il faut faire, il faut faire des shorts? Est-ce qu'il faut aller Ouais. sur YouTube? Est-ce qu'il faut commencer avec de la publicité? Tu vois, ça serait quoi Alors, aujourd'hui le premier canal que tu recommanderais si tu repartais de zéro? je pense que ça dépend de ce que tu fais, ce que tu vends, quelle est ton intention. Est-ce que ton but c'est de te faire connaître, de péter sur les plateformes, ou est-ce que ton but c'est de trouver 3 ou 4 clients pour ton offre high ticket? Ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce que je conseille à quelqu'un qui veut se créer une audience rapidement, c'est le format short. Il n'y a pas de ce. Enfin, c'est très difficile aujourd'hui de décoller sur YouTube en partant de zéro, en n'ayant aucune audience ailleurs, parce que tu vas devoir convaincre des gens de cliquer sur ta vidéo de Monsieur Nobody et tu vas devoir convaincre YouTube de montrer ta vidéo à des gens alors que tu as zéro abonné. Et ça, c'est très difficile. Si tu le fais au format short, donc format short, l'avantage c'est que déjà tu es sur 3 plateformes. Donc tu fais un short, tu le publies sur YouTube Short, sur Instagram Reels et sur TikTok. Donc déjà 3 fois plus d'audience que tu peux toucher. Et surtout, tu vas être montré. Voilà. TikTok va te montrer à quelques personnes et en fonction de la réponse de ces quelques personnes, il peut te faire péter ou pas. Et donc, même si tu as zéro notoriété, zéro crédibilité, que personne n'a jamais vu ta tête, si tu fais un short, un reel ou un TikTok qui est bon, tu peux péter. Ce qui va être beaucoup plus difficile sur YouTube. Et l'enjeu aussi est plus accessible. Je pense aujourd'hui vraiment pour beaucoup de gens, génération smartphone dans la main, tu prends ton smartphone, tu enregistres le truc, tu n'as même pas forcément besoin de micro externe. Tu peux même faire le montage directement sur ton téléphone pour ceux dont c'est le délire. Et tu peux mettre ça en fait dans la foulée et tu peux faire beaucoup de tests. Tu peux en faire 3, 4 par jour les premiers jours. C'est ok quoi. Tu peux faire des trucs un peu à l'arrache, voir si ça marche, faire des trucs un peu plus travaillés, voir si ça marche aussi. Copier des accroches que tu as vues ailleurs, les adapter à ta thématique. Il y a plein de choses en fait que tu peux faire. Et moi en 2022 notamment, j'ai carburé là-dessus et j'ai vraiment eu des très très bons résultats en termes d'acquisition d'audience. C'était beaucoup plus facile de péter avec ce format-là qu'avec des vidéos YouTube où c'est bien pour conserver une audience et la faire grossir petit à petit, mais exploser très vite, c'est rare quand même. Moi, je voudrais te challenger là-dessus. Parce que tu sais, Ouais. tu parlais aussi de coach, consultant et autres. Et tu vois, moi j'aime bien la stratégie Jérémy Coleman qui est totalement différente. Et c'est développer une audience sur Facebook
Facebook normal, tu vas rigoler. Ça Vas-y. fonctionne extrêmement bien pour les coachs, Ouais. thérapeutes et consultants experts. C'est tu crées un profil perso, pas une page, Ouais. et tu vas développer une audience liée à ta thématique sur Facebook. Et tu vas ajouter énormément de personnes qui sont intéressées et liées à ta thématique sur Facebook. Par exemple, en allant sur des groupes et en ajoutant tout le monde, etc. Mais en tout cas, trouvant des centres d'intérêt et tu peux Ouais. vite monter, tu vois, avec une audience de 5000 qui est permis par Facebook. Tu commences à faire du contenu sur ton profil perso avec Facebook et tu te retrouves assez facilement. En plus, Facebook te permet facilement aussi de contacter les gens, pouvoir faire des entretiens avec eux juste pour comprendre leurs Ça reste une besoins. grosse plateforme, hein, Facebook, hein. Et tu vois, c'est complètement autre guillemets aujourd'hui, c'est pas du tout sexy. Tu vois, Mhm. les gens pensent se lancer, ça va être tout de suite sur YouTube, ou sur des Ouais. réels, ou etc. Mais tu vois, cette stratégie, juste pour gagner rapidement de l'argent, quand Ouais. C'est vrai. tu pars de zéro, c'est la plus facile, la plus rapide, la plus efficace que j'ai vue. Dans la même veine, LinkedIn. LinkedIn, Ouais, LinkedIn aussi. le nombre d'infopreneurs et de coachs qui ont explosé sur LinkedIn ces 2 dernières années, c'est un délire. C'est un délire. Tu regardes en fait aujourd'hui le paysage des coachs, des infopreneurs, pour les gens qui nous suivent, qui sont dans ce domaine-là, tu regardes un peu d'où ils viennent, les derniers, ceux qui sont les plus en vogue en ce moment. Ils viennent de deux choses, je dirais LinkedIn et Instagram. Mais LinkedIn, je pense, c'est avant Instagram. C'est vraiment. Et après, Facebook aussi, en effet, il y en a. Mais Facebook, c'est quand même. C'est Après, moins dans l'air du après temps, si tu veux, Facebook. Donc, il va pas forcément. Ça va pas ramener une nouvelle audience, tu vois, Facebook. Alors que sur LinkedIn, ça a vraiment monté ces dernières années avec des nouvelles personnes qui sont inscrites. Après LinkedIn, tu as quand même une cible qui est particulière et donc il faut voir si tes clients sont là-dessus. Parce que Mm. si tes clients c'est par exemple Madame Michu, elle va pas être sur LinkedIn, tu vois, elle va plus C'est être sur assez- Facebook. Si t'es coach, alors honnêtement, moi je pensais que LinkedIn c'était un réseau professionnel. C'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. En fait, si t'es coach, tu t'adresses à une personne qui a une certaine mentalité. C'est pas forcément des gens qui vont se coacher pour le business, mais des gens qui sont dans une mentalité de développement personnel, de progression, de se fixer des objectifs, d'essayer de les Ouais, ça atteindre, oui. d'être prêt à dépenser de l'argent pour ça. Et donc en vrai, si t'es coach, moi je vois sur LinkedIn, hein, il y a des coachs nutrition, il y a des coachs sportifs, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de développement personnel ou qui font du storytelling. La plupart du temps, Ouais, mais ça n'a tu vas rien à pas voir avoir avec le business. par exemple, tu vas pas avoir de loisirs créatifs. Tu vas pas avoir le tricot, tu vas pas avoir le dessin, tu vas pas, t'es Bon, d'accord. Je Tu vas pense pas faire que, je pense du que les tricot sur loisirs LinkedIn. créatifs, en effet, est peut-être est peut-être moins représenté sur LinkedIn. Ouais, je Voilà, suis d'accord. après, voilà, il y a aussi une culture, tu vois, il y a une Tout à fait. culture sur LinkedIn, voilà, voilà. C'est moins une histoire de format et plus une histoire de culture maintenant, la plateforme qu'on choisit, je pense, parce que tous les formats peuvent être faits sur toutes les plateformes maintenant. Sur TikTok, tu peux poster des vidéos de 30 secondes, de 30 minutes. Tu peux poster des photos d'ailleurs aussi maintenant. Sur YouTube, tu peux faire du texte en faisant que des statuts. Enfin, il y a même des mecs qui n'ont pas publié de vidéos et qui se sont fait connaître avec des statuts textuels sur YouTube. Je ne savais même pas que c'était possible, mais j'ai vu ça récemment. Et donc, en fait, c'est plus la question de quel public tu veux toucher. Est-ce que mon public, il est sur ces plateformes-là? Facebook, c'est un peu plus âgé quand même. Et en effet, des gens qui sont peut-être un peu moins calés, nouvelles technologies, je cherche des nouveautés, je cherche à progresser, etc. Et plus des gens qui sont dans des... En effet, je pense que le loisir créatif, c'est une très bonne idée d'aller sur Facebook. Ouais, YouTube, il y a Facebook tout ou le YouTube. monde. YouTube, il y a tout le monde. YouTube, il y Ouais, a tout le monde. c'est la télé, hein, YouTube. Ouais. Et LinkedIn, ça reste encore assez niche aussi, dev perso, business, quoi. Petite question, tu as commencé à faire des ads, allez, je dirais quand même relativement tard dans ton parcours. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une erreur, que tu aurais dû commencer plus tôt? Comment tu vois les choses aujourd'hui là-dessus, ouais. Alors oui, j'aurais dû commencer plus tôt, mais je regrette pas d'avoir commencé tard parce que ça m'a permis de vraiment mettre beaucoup d'attention sur la création de contenu et de me démarquer via le contenu organique. Donc contenu organique, c'est le contenu gratuit que tu publies sur les plateformes. Moi, j'ai commencé avec un blog. À l'époque, on pouvait même pas faire d'ads, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu vois. Enfin, il y avait Facebook existait, quoi, mais c'était pas, je savais même pas s'il y avait déjà des pubs, tu vois. Donc on est en 2011-2012.
Donc à l'époque, il n'y avait pas vraiment la question, on se posait pas vraiment la question des ads. On pouvait faire du Google AdSense, donc afficher des pubs sur des sites, quoi. Mais personne ne faisait ça. Les petits créateurs ne faisaient pas ça, quoi. Donc blog, ensuite YouTube, et ensuite les ads ont commencé à se démocratiser avec les Facebook Ads notamment, qui a bien monté dans les années, je sais pas, 2014, 2015, 2016 et tout, puis ensuite YouTube Ads. Et en fait, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que les pubs, c'est tout simplement quand tu as une offre qui se vend. Les pubs, c'est le système le plus efficient pour trouver des clients. Le contenu, c'est génial pour se faire un nom, pour se faire connaître, pour avoir de l'impact sur la culture de ta thématique. Et ça, c'est très important, on en reparlera, mais c'est fondamental. Mais si tu veux gagner des clients, le contenu, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour, surtout au début, des résultats qui sont quand même très, très, très limités. Donc, beaucoup d'efforts à mettre dans la machine et ça peut être très frustrant, tu vois. Les pubs, au jour 1, tu peux être rentable. Au jour 1, tu peux avoir une offre, personne ne te connaît. Tu construis ta formation, par exemple, ou ton offre de coaching, ou ton offre de service. Tu fais une page web où tu vends ton offre. Tu diffuses ta pub. Le lendemain, tu fais une vente, tu es rentable. Ça n'existe pas, ça, avec le contenu. Alors, est-ce qu'il faudrait commencer par la pub maintenant, avant de faire du contenu? Non. Ou Alors, pas? moi, je pense pas. Je pense toujours pas. Tu vois, pas commencer par la pub. Commencer par essayer le contenu parce que déjà tu vas apprendre plein de trucs en faisant du contenu et donc ça va t'aider à faire des meilleures pubs. Si tu sais faire des vidéos, par exemple, fais des pubs vidéo, ça marche mieux, t'as moins de concurrence. Tu vas pouvoir viser YouTube aussi, la plateforme YouTube qui est énorme. Donc c'est très bien de savoir faire de la vidéo pour savoir faire des pubs. C'est très bien de savoir intéresser les gens. Les gens qui sont doués pour faire des shorts par exemple vont être très bons pour faire des pubs parce qu'ils vont faire des putains d'accroches et donc les gens vont regarder leurs pubs. La plupart des pubs sont médiocres. C'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est quand tu vois des pubs, la plupart sont nuls, quoi. Et tu dis, elles ont beau être nulles, les mecs continuent à mettre du budget dessus, donc ça veut dire qu'elles sont forcément rentables. Donc quand tu vois le niveau, en fait, je pense que beaucoup de créateurs de contenu snobent la pub, surtout les bons créateurs de contenu, et c'est dommage parce que c'est eux qui feraient les meilleures pubs. Les bons créateurs de contenu snobent les pubs parce qu'ils disent, c'est qui ces losers là qui savent pas attirer de l'audience par eux-mêmes. Mais toi, tu sais attirer de l'audience par eux-mêmes, tu vas choper des inscrits à 20 centimes, quoi. Et en fait, il faut comprendre un truc très important avec les plateformes, c'est que les plateformes ne sont pas pensées pour la conversion. Ça veut dire que si tu publies en organique sur une plateforme, si tu publies du contenu gratuit sur YouTube, ça n'a pas été pensé pour faire sortir les gens de la plateforme et qu'ils viennent s'inscrire sur ton site ou acheter tes produits. Ça a même été pensé pour que les gens ne le fassent pas. Et alors sur YouTube, ça va parce qu'on peut encore mettre des liens dans la description et tout, même s'ils sont de plus en plus cachés. Mais par exemple, sur Instagram, on peut même pas mettre de lien. Sur TikTok, on peut même pas mettre de lien. C'est très difficile de faire sortir les gens de la plateforme. Et en fait, ce que font les plateformes, c'est qu'elles réservent ce luxe aux annonceurs. Donc les publicités qui sont diffusées sur les plateformes ont un objectif exactement inverse que les contenus. Les contenus ont un objectif de garder les gens sur la plateforme. Les publicités ont un objectif de faire sortir les gens sur la plateforme parce que les plateformes savent très bien que si les publicitaires n'arrivent pas à le faire, ils vont arrêter de payer la publicité et c'est la principale source de revenus des plateformes. Donc aujourd'hui, si tu fais de la publicité va être optimisée, littéralement optimisée pour le clic, pour l'inscription et même pour la vente derrière. C'est-à-dire que la pub va être montrée, tous les algorithmes des plateformes vont être mis, non pas pour montrer ta pub à un maximum de gens inutiles, mais montrer ta pub seulement aux gens qui vont acheter, qui vont s'inscrire. Donc c'est pour ça que ce qu'on peut faire aujourd'hui, et qui est une très bonne stratégie, je pense, c'est de créer du contenu organique, se faire un petit peu connaître grâce à ça, montrer sa tête aux gens, voilà, que les gens créent un peu du lien avec nous, de la confiance. Et ensuite, on va les repêcher avec des pubs. Donc moi, les gens découvrent mon Instagram, ils tombent sur un reel, ok, ils vont regarder quelques reels et tout. Le lendemain, il y a une pub de moi, donc ils me disent ah ouais je le connais, lui il a fait un reel sympa, qui mène vers un appel à action précis avec un gros bouton en savoir plus, ils cliquent dessus, ils vont sur mon site, s'inscrivent et ils achètent mon truc. Maintenant que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, tu me recommanderais à faire du retargeting avec de la pub? C'est-à-dire maintenant mais les gens qui suivent mon YouTube et après je leur fous de la pub. Le mieux c'est que t'as même pas à le faire, juste tu diffuses la pub et YouTube va automatiquement savoir à qui la montrer. C'est ça qui est incroyable avec la pub maintenant, c'est que c'est de plus en plus facile de faire des pubs parce que les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués. Et il y a 5 ans, quand je faisais une pub Facebook, il fallait que je passe des heures à cibler une audience pour essayer de toucher des gens qui étaient similaires aux gens de ma liste email et tout, c'était la galère. Aujourd'hui, je lance ma pub, ça me prend 10 minutes. Meta, donc le réseau Facebook, Instagram, etc., va mieux savoir que moi à qui la montrer pour avoir un maximum d'inscrits et de clients. Aujourd'hui, ça te demande combien de temps d'écrire, enregistrer la pub et potentiellement la gérer?
Alors, je sais, on a un media buyer, par exemple, Ouais. Sur Google Ads, donc YouTube. Mais par exemple, tu gères les pubs Meta. Donc un Et, media buyer, faut expliquer, c'est quelqu'un qui gère tes pubs à ta place, qui les diffuse pour toi. Un expert, quoi. et du coup, aujourd'hui, ça te demande, bah, sur la partie Facebook, que tu gères vraiment à 100%, bah, ça te demande combien de temps? Créer une pub, une demi-heure. En fait, une pub, c'est comme un short. Les gens qui font des shorts savent faire des pubs, sauf que c'est construit un petit peu différemment parce qu'on essaie de caser un appel à l'action. Et on peut se le permettre, ce qui est très difficile de faire dans un short. On peut mettre un appel à l'action à 15 secondes, on en met un deuxième à la fin. Donc ça prend quoi? Allez, 15 minutes pour faire le script, peut-être 20 minutes. Je fais une petite mind map, tu vois, c'est très court, hein. Ensuite, je sors mon téléphone ou alors ma petite Osmo Pocket, tu vois, ma petite caméra favorite du moment. Je la Tu prends, sors dehors dans ton jardin. je vais dans mon jardin et je m'enregistre et j'enregistre le truc. En fait, je lis la phrase que j'ai sur mon téléphone, puis je l'interprète devant la pub. Ça me prend 5-10 minutes grand maximum. Ensuite, je rentre. Soit je fais le montage moi-même quand je suis très pressé, et j'ai tendance à être très pressé de diffuser mes pubs. Soit je l'envoie à Lena qui va faire le montage, qui va ajouter quelques incrustes. Ça prend peut-être, si je le fais moi-même, ça va prendre peut-être trois quarts d'heure le montage, même pas, peut-être une demi-heure. Donc tu vois, en une heure et demie, ma pub, elle est lancée. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que oui, en une heure et demie, j'aurais aussi pu faire un contenu. J'aurais pu faire une vidéo YouTube, j'aurais pu faire un reel, mais le reel, bon, 9 chances sur 10 pour qu'il pète pas, pour qu'il touche principalement les gens de Ouais. mon audience. Et surtout, une fois qu'il a fait sa vie, c'est terminé le reel. Il meurt dans l'algorithme. Alors que là, ma pub, si elle est performante, si elle convertit, je vais pouvoir continuer à la diffuser pendant des mois, peut-être même des années, hein. J'ai des pubs que j'ai relancées plusieurs années après qui ont continué à marcher. Et elle va pouvoir se cumuler avec toutes les autres pubs que j'ai créées. Et donc en fait, on Notamment peut. YouTube. C'est YouTube ça. Ads, C'est tu peux ça. vraiment. On utilise des pubs qui ont 3 ans quoi, et on peut les C'est ça. C'est réutiliser, incroyable. etc. C'est incroyable. Parfois, elles marchent moins bien avec le temps, donc tu les coupes et puis tu les relances 6 mois plus tard et ça remarche bien et c'est fabuleux. Une pub peut être diffusée partout. Je la diffuse sur YouTube, je la diffuse sur le réseau Meta, donc sur YouTube, sur Facebook, Instagram, etc. Google Ads. Et un truc aussi, c'est que en fait, tu peux créer des pubs comme tu crées du contenu. Comment on fait quand on est créateur de contenu? On a une approche de régularité. On se dit, ok, je vais créer un nouveau contenu par semaine ou, je sais pas, 3 nouveaux contenus par mois. Donc, on va essayer de tenir cette régularité parce qu'on sait que les contenus, voilà, pareil, ils vont un peu périmer, donc il faut présenter de la nouveauté à son audience. Si on commence à faire ça avec les pubs, en sachant que c'est pas plus de travail que de créer du contenu, bah en fait, au bout d'un moment, on va se retrouver avec des dizaines et des dizaines de pubs qui tournent, des qui vont être forcément loi de Pareto 80-20, 20% des pubs qui vont apporter 80% des résultats, qui vont être très performantes, sur lesquelles on va pouvoir ajouter le budget, et d'autres qui vont être moins performantes, on va pouvoir baisser, voire couper le budget. En fait, au bout d'un moment, quand on fait ça, mais on crée une machine de guerre, quoi. Une Une machine usine. de guerre, une usine. Aujourd'hui, 86%, le mois dernier, là, on était en janvier, 86% de mes inscrits viennent de mes pubs. 86%. Et pourtant, je fais du contenu, tu vois. Je fais quand même beaucoup de vidéos, j'essaie voilà, d'être là. Mais ça n'a rien à voir avec les performances des pubs. Plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier, uniquement via les pubs. Ce serait stupide, ce serait me tirer une énorme balle dans le pied de ne pas le faire. Et je pense que tous les entrepreneurs qui ont une offre, donc évidemment, il faut avoir quelque chose à vendre derrière, mais tous les entrepreneurs qui ont une offre et qui snobent la pub parce qu'ils savent faire du contenu organique, c'est peut-être une des plus grosses erreurs qu'on peut faire quand on est Du coup, créateur. du coup, tu as dit, tu recommandais pas au tout début. En même temps, tu dis que tu as commencé assez tard. Tu te recommanderais de se lancer dans la pub à quel moment? Tu vois, c'est quand le moment pivot À où partir du il faut moment où tu as une offre qui marche, qui vend. Donc, tu construis une petite audience. Allez, tu as besoin de quoi? Peut-être 300, 500, 1000 inscrits à ta liste email. Tu fais ton premier lancement de produit, tu fais des ventes, tu lances tes pubs. À partir du moment où tu fais des ventes, je tu recommanderais fais pas des de. mini-tunnels, Voilà, et tu fais des mini-tunnels. Je recommanderais évidemment. pas de faire des pubs avant d'avoir fait des ventes. Je recommanderais pas de faire des pubs parce qu'on n'arrive pas à faire des ventes en organique. Si on n'arrive pas à faire des ventes en organique, c'est probablement un problème d'offre. C'est que notre offre, elle est pas bonne. Donc, si on essaye de mettre de l'argent dessus, de faire plus de rien, ça fera toujours du rien. Donc, on essaye d'abord d'avoir un peu de traction, mais il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps, ça peut prendre 3 mois, hein. On commence à avoir un peu de traction avec de l'organique, à faire quelques ventes, etc. Ça peut être très bien de faire ça sur LinkedIn. Par exemple, je connais plein de gens qui ont lancé leur première formation grâce à LinkedIn, ils ont eu leur base d'audience grâce à ça. Et ensuite, hop, on enchaîne avec de la pub et on fait monter le truc. Et la pub, c'est des revenus prévisibles, tu vois. C'est ça aussi la grosse différence avec les contenus organiques, c'est que globalement, tu le sais, hein, tu as accès à mes chiffres, on fait des grosses ventes quand on est en croissance niveau audience. Voilà. Si je stagne niveau audience, mes ventes vont stagner. La plupart des gens qui achètent, c'est des gens qui sont inscrits depuis moins de 6 mois. Donc il faut un flux entrant de nouveaux inscrits. Le contenu peut le faire.
En 2022, j'ai fait des Reels qui ont cartonné sur Instagram, ça m'a apporté plein de nouveaux clients. Le problème, c'est que fin 2022, ça s'est terminé Instagram. Instagram te dit, bon, ouais, écoute, ciao, on a assez de créateurs chez nous, maintenant on arrête de te mettre en avant. Bon, bah mon chiffre d'affaires, il s'est planté. Et en fait, les pubs te permettent de pallier à ça. C'est-à-dire que les pubs, tu auras un flux constant, prévisible de nouveaux inscrits. Aujourd'hui, je suis Ouais. vraiment à 200 inscrits par jour, c'est toujours plus ou moins ça. Il n'y a pas de baisse, il n'y a C'est pas de hausse une, soudaine, c'est c'est beaucoup une plus stable. sécurité. C'est une sécurité. Moi, je le Exactement. vois. Je le vois pas. Tu vois, par exemple, Jérémy, qui lui a un business d'accompagnement, donc une Ouais. entreprise d'accompagnement. Plein de concurrents, tous ces concurrents à l'époque, bah maintenant ils sont partis, ils sont partis avec la caisse, mais avant, ils étaient 100% pub. Pourquoi? Et parce que c'était extrêmement rentable. Quand tu as une offre qui vend à étiquette ou qui vend à un certain prix, etc., où tu peux être rentable, tu as la capacité de dépenser de l'argent pour acquérir des clients. Je ne sais plus c'est de qui cette situation, mais celui qui est prêt à payer le plus cher pour obtenir un client a gagné la bataille du business. Je ne sais plus qui a dit ça, mais un toi le sait. Et ce que je veux dire dans cet exemple-là de Jérémy, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est que le combo gagnant, c'est d'utiliser les deux. C'est d'avoir une partie en publicité et une partie en organique. Et tu vois, par exemple, dans le domaine de l'accompagnement, dans entreprises d'accompagnement, la plupart font que de la pub et laissent l'organique. Et du coup, on des marges beaucoup plus faibles. Mais quand Ouais. tu as de l'organique et des ads, bah en fait, tu as la prévisibilité via les ads qui assure un coussin de sécurité, qui aussi permet d'avoir aussi une audience suffisamment grande dans les emails, etc., pour qu'aussi ça soit rentable de faire des emails, etc. Et d'avoir le long terme qui grandit et qui fait Hmm. aussi boule de neige, les deux en même temps. Comment tu vois les choses par rapport à ça, voilà. En fait, la pub te permet aussi de mettre moins de pression sur ta capacité à créer du contenu. En fait, moi, ce que je trouve Ouais, c'est ça. très difficile, j'ai Tu beaucoup décorrèles les de, risques. j'ai beaucoup de compassion pour les créateurs de contenu qui vivent de leur vue. Ils sont très nombreux. Souvent, on se rend pas compte qu'on en parle peu, mais c'est des métiers qui sont extrêmement précaires et extrêmement stressants. Beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu qui ont percé par exemple sur TikTok ou sur Instagram récemment ou même sur LinkedIn dépendent de partenariats sponsorisés, de placements de produits. Donc quelque chose sur lesquels ils n'ont pas vraiment le contrôle total, puisqu'ils doivent attendre souvent qu'une marque les contacte, ils doivent être Puis c'est pertinents pour relou, la hein. marque. C'est quand même relou de gérer C'est relou. la marque. Je sais pas si tu te souviens, Antoine, mais au début de YouTube, Hmm. au début des partenariats sur YouTube, en fait, au départ, tu avais des espèces de networks qui Ouais, connectaient les marques des il y en a YouTubeurs. toujours. Ouais. Bah, de plus en plus maintenant, des gros youtubeurs internalisent ont Hmm. Ouais. leur propre système, tu vois. Mais au départ, en fait, les marques, elles voulaient pas traiter avec les créateurs en direct. C'était juste pas Ouais. possible. Beaucoup se faisaient Ouais, pigeonner, hein. Beaucoup se faisaient pigeonner parce que c'est pas des profils commerciaux, les créateurs. Souvent, souvent comme ils ont jamais rien vendu de leurs propres produits, ils ont absolument pas conscience de leur pouvoir d'influence. Et ça, je le vois souvent, tu vois. Des mecs qui acceptent de faire, enfin, tu vois, ils font 200 000 vues et ils font de la promo gratuitement pour une crème parce qu'on leur a envoyé gratos, quoi. Et ils sont même ouais, pas non, ça payés. c'est Et ils se chaud disent, ça. ah bah quand même, Ça c'est c'est chaud. cool, ils m'ont envoyé gratos, mec, 200 000 vues. Enfin, c'est énorme. En plus, c'est de la recommandation, les gens ils te font confiance et tout. Quand Tu tu veux pas vends tes envoyer propres des formations gratuites? quand tu vends tes propres produits, tu vois à quel point tu as une capacité d'influence sur ton audience. Tu le vois, tu le mesures. Et donc ensuite, si tu commences à travailler avec des marques, moi c'est pour ça que je fais jamais de placement de produit parce qu'il n'y a aucune marque qui me propose suffisamment cher pour que ça vaille le coup en fait. Moi je connais ma valeur, je sais combien la marque elle peut gagner grâce à moi parce que j'ai une audience qui est très qualifiée et très ciblée. Et en fait, les marques forcément elles vont vouloir exploiter l'ignorance de beaucoup de créateurs par rapport à leur capacité. Bon, c'est en train de se rééquilibrer heureusement parce que les Après, créateurs en même temps, on pourrait priorisent. t'objecter. Tu Ouais. vois, par exemple, alors là, on parle de créateurs qui sont vraiment dans une niche avec une audience hyper qualifiée. Mais on peut voir, par exemple, sur Instagram, les influenceurs, etc. Justement, c'est le contraire. Mm. Les prix des pubs ont vraiment baissé. Les marques Parce qu'on a sont de moins trop. en moins rentables. Parce qu'il y a trop de créatifs, il y a trop d'influenceurs maintenant. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'avant, quand on en avait très peu, bon, bah, c'était leur pouvoir de. Enfin, c'est comme c'est comme la publicité. Plus il y a de publicité dans un endroit, moins la valeur par pub est importante, en fait. Parce que l'attention des gens est dispersée.
Et aujourd'hui, les gens suivent tellement de créateurs que chaque créateur a un pouvoir d'influence forcément qui est plus bas qu'il y a quelques années quand ils en suivaient 2 ou 3 fois moins. Les gens veulent savoir, Antoine, maintenant, là, en 2024, c'est quoi ton plan machiavélique? C'est quoi, qu'est-ce que tu vas mettre en place de transcendant en termes d'acquisition dans ton business? Les gens veulent savoir, là. Alors, 2024, moi, c'est l'année du sérieux. Donc, je sais ce que j'ai à faire. Je sais que je peux le faire. Tu vas mettre J'ai une juste, cravate? j'ai juste à le faire et je vais faire sans cravate. Et en fait, donc, première chose, je le sais, hein, c'est pas, voilà, plus je vends de formation, plus je lance de nouveaux produits, plus je fais de ventes. C'est pas sorcier, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Mais plus tu lances de nouvelles offres, plus ton audience existante va acheter parce que si tu te démerdes bien, c'est de nouvelles offres qui sont pertinentes et ils vont les vouloir. Et donc cette année, un mois, une nouvelle formation. Donc 12 formations en 12 mois, comme je faisais avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris l'année dernière, j'en ai lancé que 9. Mais cette année, année du sérieux, un mois, une nouvelle formation. Et la différence avec les années précédentes, c'est que je me repose plus seulement sur mes lancements et sur mes offres, mais j'ajoute des systèmes de vente automatique sur chacun de mes lancements, ce qui me permet de pas seulement faire des ventes pendant le lancement, mais d'avoir un flux de vente continu sur chaque nouvelle formation et de venir les stacker, donc venir rajouter à chaque fois un nouveau système automatique par-dessus avec la formation suivante, ce qui fait qu'à la fin de l'année, j'ai pas seulement fait 12 lancements, mais j'ai aussi 12 systèmes de vente automatique pour 12 produits différents qui tournent en même temps. Donc ça peut devenir assez colossal. Et je fais ça avec les mini-tunnels. Donc ceux qui me suivent n'ont pas pu rater le lancement. J'ai lancé cette formation le mois dernier. Ça faisait 2 3 mois que j'essayais de construire des trucs pour moi, que j'ai testé pas mal de trucs. Et en fait, c'est des tout petits tunnels de vente. Alors, il fallait que ce soit petit parce que si c'est trop long, trop compliqué, trop lourd, enfin, je connais des gens qui font les tunnels de vente, il leur faut un mois et 3 personnes pour les mettre sur place. Moi, c'était pas possible, forcément. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire plus simple? Et je me suis T'as aperçu pas qu'en envie de fait, faire des webinaires? pas envie de faire des webinaires pour l'instant. J'ai pas envie d'avoir ce genre de rendez-vous dans mon calendrier, mais on verra. Je faut pas dire non. Peut-être que les mini-webinaires viendront un jour. Faut jamais fermer la porte. Mais voilà, ce que je fais, c'est que chaque mois, je lance une nouvelle formation. Je fais le lancement, comme d'habitude. Je fais des bons chiffres pendant le lancement. Et ensuite, je m'arrête pas là. Je fais une petite séquence email. Alors, en fait, j'ai pas à la faire parce que c'est ma séquence de lancement que je reprends, qui dure 3 jours, avec un outil qui s'appelle Deadline Funnel pour créer une deadline individuelle pour chaque personne qui entre dans le tunnel. Donc, pour créer une promo à durée limitée. Et ensuite, je diffuse une à 3 pubs. Ça dépend. Je peux faire 3 d'un coup si je suis motivé. Une à 3 pubs qui va envoyer les gens, non pas directement sur la formation, mais sur une vidéo YouTube qui présente la formation, qui donne de la valeur, et ensuite ils vont acheter la formation. Là, j'ai déjà 3 ou 4 mini-tunnels qui tournent. Ils sont tous rentables. Alors, pas tous au même niveau. Il y en a qui sont à peine rentables, donc ils se rentabilisent tout juste. Il y en a qui sont très rentables. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est pas les revenus passifs qu'ils génèrent, c'est surtout que ça te permet de faire d'augmenter largement ton budget pub et d'avoir des inscrits gratuitement. Et donc là, avec mes 200 inscrits par jour, je devais être à 50, même pas 50 inscrits par jour l'année dernière. Donc j'ai quadruplé mon nombre d'inscrits par jour. Et en fait, je le vois dès que je lance un nouveau produit, que je fais une nouvelle offre, ça vend beaucoup plus parce qu'il y a plein de personnes fraîches en fait qui sont arrivées dans la Oui, liste. bien sûr. C'est top. Donc, on a 12 mini-tunnels. C'est ça l'objectif en plus des C'est ça. formations. C'est ça. Et donc cette C'est année, je vais l'engagement que tu davantage. prends. Voilà, cette année, je vais peut-être moins me concentrer sur les contenus organiques, même si bien sûr je vais continuer à en faire, et davantage sur les pubs. Là où en 2022, j'ai passé 80% de mon temps à faire des contenus pour Instagram, cette année, le plus gros de mon temps sera passé sur la conception des formations et sur les systèmes de vente. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de contenu, mais voilà, c'est simplement, je pense que j'ai plus de valeur à apporter dans mes méthodes que je vais transmettre dans mes formations que sur simplement des petits contenus rapides fast-food sur les réseaux sociaux, quoi. Il y a une question que je voulais te poser, c'est, tu sais, dans les formations qu'on lance, des fois, on lance une formation, on se dit, celle-là, elle va cartonner, des fois c'est un flop, des fois tu lances Ouais. une formation sur un sujet où tu sais absolument pas et ça fait un carton. Alors évidemment, avec le temps, on identifie des critères qui permettent quasiment à coup sûr d'avoir comme tu appelles, les super produits. Et en même temps, tu vois, il y a un côté un peu aléatoire. La question que je voulais te poser, c'est en termes d'acquisition, je suis sûr que dans ton parcours, il y a des choses où tu as été surpris. Et des choses où tu as été surpris, c'est-à-dire que des choses tu te disais pas que ça allait fonctionner autant et voilà, et ça a porté tout le business. Aujourd'hui, en termes d'acquisition, c'est quoi les choses sur lesquelles tu as le plus changé d'avis? C'est une bonne question. Euh,
il y a, il y C'était un peu a- long la question. il y a quelque chose, tu sais, dont on parle souvent, mais finalement, on ne matérialise pas vraiment. C'est la qualité de l'audience vs la quantité. Et en fait, quand tu bosses sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, tous les indicateurs qu'on te donne se portent sur la quantité. C'est-à-dire combien tu as d'abonnés, combien tu as fait de vues, voilà, quel est ton nombre de commentaires, de likes, etc. Et en fait, tout ça, c'est cool, mais c'est pas forcément les indicateurs dont toi, tu as besoin si tu fais tourner un business, ou si tu es freelance, ou si tu es coach, etc., où tu as besoin de trouver des clients et où tu vas davantage avoir besoin d'une audience qui est vraiment intéressée par ce que tu proposes. Et donc, c'est un piège parfois les réseaux sociaux pour ces gens-là, pour les entrepreneurs, parce que on donne les mots, on nous motive en fait. La plateforme est gamifiée vers des métriques qui sont pas forcément en notre faveur. Et donc un exemple typique, hein, je sais pas, tu es un coach en nutrition, tu es assez pointu, tu as envie d'aider les gens qui ont un problème très particulier, et en fait tu te rends compte que tes vidéos qui marchent le mieux sur TikTok ou sur Instagram, c'est des vidéos, je sais pas, où tu clashes des mecs qui disent n'importe quoi en nutrition et ça marche bien. Et en fait, ça va peut-être bien marcher, mais peut-être aussi que ça va pas attirer les bonnes personnes. Et donc, en fait, tu vas aller contre ton objectif. Par exemple, j'ai des vidéos où, pour moi, c'était un échec. Des vidéos YouTube qui ont bidé à leur sortie. Pour moi, c'était un échec. Et en fait, ce qu'on avait mis en place, c'était il y a quelques années, on avait mis en place un système qui traquait tous les inscrits de toutes les vidéos YouTube séparément et qui nous disait combien est-ce qu'ils avaient dépensé derrière, combien est-ce qu'ils avaient payé derrière en formation. Et en fait, je m'étais rendu compte que cette vidéo, c'était une petite vidéo tutoriel qui avait complètement bidé quand j'avais lancé. Qu'en fait, c'était une vidéo qui m'avait rapporté beaucoup plus de ventes que des vidéos qui avaient largement mieux marché sur YouTube. Et non seulement elle m'avait rapporté plus de ventes par inscrit, elle m'avait rapporté plus d'inscrits, donc plus de ventes et donc plus de personnes qualifiées, mais aussi la vidéo avait fini par finalement bien se référencer sur YouTube parce qu'elle répondait à une requête de recherche. Et donc, au final, c'était une des vidéos qui portait ma chaîne YouTube et qui m'apportait le plus d'inscrits qualifiés et le plus de clients. Et donc ça, c'est vraiment contre-intuitif. C'est un truc il faut le mesurer. Donc, il faut mettre ses propres outils de mesure souvent pour le savoir, qui sont en dehors des outils proposés par les plateformes et qui nous permettent ensuite de prendre des meilleures décisions. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a des gens parfois qui demandent mais pourquoi tu fais des vidéos tutoriels à la con, genre tu as fait un tutoriel comment créer une miniature YouTube, ça sert à quoi alors que tu peux avoir de l'influence, tu peux faire des vidéos, je sais pas, sur Instagram qui vont péter en parlant je sais pas, de couple ou de trucs beaucoup plus grand public. Mais parce qu'en fait, cette vidéo sur la miniature YouTube, je sais très bien ce qui va se passer. Au début, elle va bider parce que ça intéresse pas grand monde. Et puis au bout d'un moment, elle Ça va met des commencer à se années. Maintenant, quand tu tapes comment créer une miniature, elle arrive en troisième. Quand tu tapes Podia, ma vidéo Podia, elle arrive en premier. Quand tu tapes comment choisir un micro, tu arrives sur une de mes vidéos aussi. Et en fait, tous les gens qui sont dans une démarche de se former pour devenir créateur de contenu ou pour devenir infopreneur, en fait, il y a un moment ou un autre, ils vont tomber sur une de mes vidéos YouTube. Et c'est ces gens-là que je veux dans mon audience. C'est exactement ces gens-là. Donc ça, c'est vraiment un truc auquel il faut réfléchir. Et ça demande parfois de mettre un peu son ego de côté en disant, OK, je serais peut-être pas la personne la plus célèbre ou ma tête serait peut-être pas montrée devant le plus grand nombre de gens. J'aurais pas ce problème-là, mais en tout cas, j'ai un business qui est stable, qui est sur les rails avec des clients qui arrivent, qui sont intéressés par ce que j'ai raconté, etc. Donc parfois, c'est des choses qui se confondent. Tu vois, mettre un peu son ego de côté pour avancer vers ces objectifs qui sont peut-être plus importants. Ouais, mais c'est pas facile aujourd'hui de choisir, tu vois, quelle finalement stratégie, parce que il y a tellement de stratégies différentes. Toi, ce que tu conseillerais, c'est est-ce qu'il faut faire ce qui marche ou est-ce qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, tu vois est-ce Il qu'il faut faut faire ce faire... qui marche et ce qu'on a envie de faire. Il faut trouver les trucs qui marchent, qu'on a envie de faire et les faire. Je pense que c'est une erreur de se forcer à faire ce qui marche si ça ne nous intéresse pas, parce qu'on va souvent mal le faire. On va pas être assez passionné pour essayer de comprendre pourquoi ça marche, pour essayer de trouver des manières nouvelles, plus intéressantes, plus performantes de le faire. Et donc souvent, on va le faire de manière médiocre et ça va finalement pas si bien marcher que ça. Et inversement, des trucs qu'on adore, par exemple le vlog. Moi, j'adore le vlog, tu vois. C'est un format que je peux pas le faire tout le temps parce que c'est trop invasif dans ta vie, mais j'aime bien le faire, je sais pas, peut-être 4 ou 5 par an. Et c'est un format que mon audience adore aussi. Les gens qui me suivent m'adorent. Enfin, adorent adorent le format. J'espère qu'ils m'adorent aussi, je sais pas. Et en fait, c'est un format qui, à première vue, n'a aucun intérêt. Parce qu'il ne décollera pas sur YouTube en dehors de ton audience. Personne ne regarde des vlogs de gens qu'il ne connaît pas qui durent 40 minutes. Voilà, ça n'existe pas. Ça intéresse que les gens qui te suivent. C'est un format qui sort un peu de mathématiques où je parle un peu de plein d'autres trucs. C'est très difficile de mesurer si ça génère des ventes, des inscriptions, etc. Je pense que ça crée du lien, évidemment, et donc ça a un impact sur les ventes, mais c'est vraiment un format plaisir. Hein. Je n'ai rien mesuré, en fait, de la performance de ce format. Mais je pense que comme c'est un format plaisir pour moi, bah, j'essaye de le faire bien.
Et comme j'essaie de le faire bien, les gens l'aiment particulièrement. Et donc, pour moi, c'est complètement pertinent de le faire. Mais si quelqu'un voit mes vlogs et se dit oh ok, ça a l'air de bien marcher, il y a des bons commentaires en dessous, moi aussi il faut que je fasse des vlogs, mais ça me saoule, j'aime pas ça, pas une bonne Non, idée de ok. faire des vlogs. Donc l'idéal c'est de trouver des trucs qui marchent. Enfin, voilà, si, moi j'aime bien faire des pages de vente, génial, tu vois. Ça c'est un truc, c'est Et bien ça de bien marche. aimer faire ça, parce que quand tu aimes vendre, tu apprends à bien vendre. Et quand tu sais bien vendre, tu as des pouvoirs magiques, tu vois, tu manqueras jamais d'argent quasiment. Donc si tu arrives à aligner forcément tes intérêts naturels avec des besoins de marché, bah c'est ça qu'il faut faire, c'est ta voie, hein. Je pense toi c'est pareil. Enfin, Et moi, je sais pas encore ce que j'aime faire, donc bah toi pour la déjà tu création de contenu. t'intéresses spontanément à des trucs qui intéressent pas beaucoup de gens, tu vois. Moi c'est quelque chose qui m'avait impressionné, c'est que tu avais appris par toi-même en autodidacte les lois fiscales françaises, les lois concernant la TVA, les taxes, etc. Euh, Moi, jamais j'aurais eu la foi de faire ça, tu vois. Jamais. Même si ma vie en dépendait, quoi. Même si c'était, même s'il y avait, même s'il y avait, non, mais, C'est pas rassurant. peut-être pas, mais même C'est s'il y pas avait, comment dire, même s'il y avait hors un la loi intérêt, jusqu'au bout. s'il y avait un intérêt économique énorme pour moi derrière, je le ferais pas parce que c'est trop difficile pour moi. Je suis trop loin de ça, tu vois. Toi, tu as quand même su surfer sur des choses qui étaient pas. Je dis pas que ça a pas été dur, tu vois, mais tu avais quand même des avantages naturels, je pense pour ça. Tu avais une inclinaison naturelle à ça. Et ça fait que tu étais probablement une des meilleures personnes pour faire ça, tu vois. Oui, oui, oui. Mais ça m'aide pas à avoir des clients, ça. C'est la compétence, tu vois. Mais en termes d'acquisition, ouais. Bah si, ça t'aide à Ok. avoir des clients parce que tu t'es fait un nom. Oui, 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 Quand on est ça. le meilleur, Ouais. quand on Ouais. est le Alors, meilleur, on se moi, fait un nom. je vais donner un hack. Allez, je vais donner un Vas-y. hack. Je vais donner un hack pour les prestataires de services. C'est beaucoup plus intéressant de travailler pour des marketeurs, par exemple, donc des gens au sens large, je ne veux pas dire marketeurs, mais pour des gens qui enseignent ce qu'ils font à leurs élèves, tu vois. Et donc ce formateur au sens large, parce que tu peux en fait avoir, en ayant un client, en fait, les clients de ton client sont tes clients. Et ça, c'est relativement intéressant. Et l'une des chances que j'ai eues, mais aussi que j'ai attrapées, tu vois, d'abord, j'ai commencé à travailler pour Stan, Marketing Mania. Vraiment au tout début, à l'époque, c'était rayon X marketing avec le squelette et tout. Je sais pas il y a des gens Personne se souvient de Rayon X Marketing, je pense. je Beaucoup sais trop pas vieux. s'il les a enlevés, s'il a trop honte ou pas, mais il faudrait voir à l'époque ce que c'était. Et tu vois, moi, ce qui a le plus eu d'impact dans mon parcours en tant que prestataire, c'est d'avoir travaillé pour des marketeurs. Donc d'abord Marketing Mania, ensuite pour toi, maintenant pour Jérémy. Et en fait, le fait de travailler avec des gens qui enseignent ce qu'ils font, ça fait que en développant une notoriété, une expertise perçue à travers ces personnes-là, ça te permet aussi d'avoir des clients qui suivaient cette personne, qui viennent vers toi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais tu vois, j'ai des clients, par exemple, dans des loisirs créatifs, le tricot ou la musique, etc. C'est pas du tout la même chose. Ces clients-là vont pas me ramener de clients, tu vois. Ouais. Ces clients-là vont pas ramener de clients, même si c'est très bien, je suis très content de la collaboration, je sais qu'ils vont pas me rapporter de clients. Alors que les marketeurs, c'est ta vitrine, c'est ce qui permet d'avoir beaucoup plus de clients. Donc le conseil que je dirais pour ceux qui travaillent en ligne, mais je suis sûr que c'est transposable. Si par exemple tu es copywriter, il faut que tu arrives à travailler avec les plus grands marketeurs en ligne. Et ça vaut tout. Enfin, même si tu es payé moins cher, même si c'est un peu plus relou parce qu'il y a plus d'exigences, etc., tu l'auras au centuple, tu vois. Ouais. Même en dehors des copywriters, enfin des marketeurs et tout, si tu bosses pour des gens qui ont une influence auprès de leur père, on va dire, ça te donne des ailes, c'est quelque chose que tu vas pouvoir exploiter, tu vois. Quand tu bosses, même si imagine tu bosses pour Squeezie, même si l'audience de Squeezie, elle s'en fout, tous les youtubeurs regardent Squeezie et veulent devenir Oui, c'est Squeezie vrai. Non, t'as et raison. donc vont s'intéresser aux gens qui travaillent avec Squeezie, tu vois. Moi, parfois, il y a des youtubeurs où je me dis, putain, le montage ou les miniatures, elles sont tellement bonnes, j'aimerais beaucoup savoir quelle est la personne qui leur fait. Donc de manière générale, peut-être essayer de viser moins de clients, mais des clients qui ont peut-être plus d'influence dans leur marché
Ouais, c'est Ça ça. peut être un hack de bouche à oreille aussi, je pense. Mais c'est très vrai ce que tu dis, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé la Forge, hein. C'est pour pouvoir mettre à profit mon audience et tes prestations et voir si on peut trouver des gens dans mon audience qui sont les gens qu'on Bien recherche, sûr. quoi. Bon, il y a aussi la dimension accompagnement où tu es présent, Mhm. etc. Mais c'est vrai que c'est ça l'idée, ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, une question, une remarque? Est-ce que tu as des trucs croustillants à nous raconter? En ce moment, il y a un truc sur lequel je travaille et c'est marrant parce que c'est la première fois de ma vie que je travaille réellement là-dessus. C'est sur le fait de me construire une vie sociale active, dans le sens où c'est moi qui choisis les gens que j'ai envie d'avoir autour de moi. Et je me laisse pas seulement inviter comme ça a été le cas pendant des années. Et donc j'ai mis en place ce que j'appelle un friends funnel. Donc c'est pas un sales funnel, c'est-à-dire que le but c'est pas de faire une vente à la Oh fin. là là. C'est un friends funnel, donc le but c'est de se faire un pote à la fin, ce qui est très cool aussi. Et donc le concept, c'est en fait tu fais passer les gens par plusieurs phases. Et la première phase, c'est une soirée chez moi. Donc je vais essayer cette année de faire pas mal de soirées chez moi, avec des créateurs que je rencontre. Ça peut être des gens, je les ai même pas vus en vrai, mais juste j'aime bien leur travail, je les invite, je leur propose de passer et tout. C'est un petit engagement pour eux et ils sont pas obligés de venir. Mais généralement, tout le monde est content d'être invité à une fête. Donc à ce moment-là, les gens viennent, je connecte un peu avec eux, je discute un peu avec eux, et puis si je les sens vraiment bien, je leur propose un déj, tu vois. Déj, je vais déjeuner avec eux, j'essaie d'aller un peu plus en profondeur dans la conversation, je vois si ça match, si c'est cool, si on a des choses à s'apporter, etc. Et si vraiment ça matche bien, j'invite pour un week-end par exemple dans la maison de campagne, tu vois. Ou alors un week-end, je sais pas où, alors une semaine organisée en vacances avec d'autres entrepreneurs que je vais choisir et tout. Et en fait, je me dis que ça peut être un moyen assez cool justement de développer cette compétence-là. Pour moi, il faut savoir que c'est pas du tout quelque chose que je fais naturellement et je suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais T'es c'est passé de introverti à extraverti. exactement. Exactement, tu vois. Devenir extra. Alors, je sais pas si c'est ça être extraverti, parce que je pense Tu feras une formation. on peut avoir un réseau social riche et ne pas être extraverti, je pense. Ouais. Mais en tout cas, sortir du. J'ai Dans envie l'ima- aujourd'hui, tu vois, quand je vais à la campagne tout seul, de pouvoir appeler quelqu'un avec qui j'ai envie qu'il vienne et il vient et voilà, et on passe un bon moment ou deux, trois personnes. Et puis avoir à me prendre la tête de me dire, ouais, mais est-ce qu'on est suffisamment proche pour faire ça? Est-ce que ça va pas être bizarre? Être dans un truc Oui, je plus comprends. naturel, tu vois. Est-ce que ça marche alors? On va voir. Ça fait pas très Ça longtemps fait combien encore de que temps? j'ai commencé. Là, je suis encore dans la phase de hype. On va voir à quel moment j'en ai marre, surtout, tu vois. J'ai trouvé la clé, j'ai trouvé l'idée, Ouais. Mais il y a plein de c'est la trucs à gérer. phase. Faut gérer des gens, tu Ouais. vois. Donc, Moi, ça toi-même, tu m'a sais. impressionné parce que tu m'as Ouais. invité donc à une fête et tu m'as montré réaliser des invités avec les trucs cochés, ceux qui viennent pas. Je me dis mais putain l'enfer, la logistique, la logistique à gérer. Faut envoyer 30 messages privés, attendre les réponses, envoyer les détails, créer un groupe chat avec tout le monde. Il y en a, ils veulent pas être dans le groupe chat. Enfin, c'est la galère. Ah oui, ah oui, oui. Et, mais tu vois, je le vois les choses de cette manière, il y a, le bénéfice que ça peut apporter dans ma vie sont quand même très importants. Je pense qu'on apprend beaucoup en étant connecté à d'autres gens. Parfois, ça débloque aussi des opportunités qu'on aurait complètement sous-estimées. Je pense qu'il y a un truc de cerveau collectif où moi j'ai plein d'idées quand je discute avec les gens, ça me nourrit énormément. Et en fait, réussir à avoir des personnes de qualité, en tout cas des personnes avec qui tu t'entends très bien autour de toi, c'est quand même le meilleur truc si tu veux être bien, si tu veux être heureux, si tu veux te sentir en confiance. C'est un des meilleurs trucs que tu peux développer. Et c'est quelque chose où instinctivement, on va pas forcément mettre beaucoup de travail dessus. Tu vois, on lit des bouquins sur le couple, on lit des bouquins sur le business, on lit des bouquins sur les placements financiers. Est-ce qu'on lit des bouquins? On lit des bouquins aussi sur le développement personnel, comment être plus fort, comment être plus musclé, comment être plus zen, Charismatique. comment être plus, tu vois. Mais finalement, on lit pas tellement de bouquins sur comment se construire une vie sociale riche et qui comble en fait tous nos besoins sociaux. Moi, j'ai jamais ressenti que tous mes besoins sociaux étaient comblés et j'aimerais bien voir justement ce que ça fait d'avoir ce sentiment-là et le faire de manière, comment dire, sans tabou. C'est un peu tabou comme sujet, tu vois, les gens veulent pas assumer quand ils ont pas beaucoup de potes ou qu'ils galèrent. Non, tu Ouais, vois, bah, moi j'ai envie de le faire quand sérieux, tu en vois étant honnête le avec moi. bouquin de Ouais. Carnegie, là, comment se faire des amis, quand tu vois quelqu'un qui a ce Tu dis, bouquin-là, il va pas le lire dans le, il va c'est pas le ça. lire dans le métro, tu vois.
C'est clair, c'est clair. C'est limite honteux, Et limite. je pense qu'on devrait péter ce truc-là en fait. On devrait aujourd'hui la solitude c'est un vrai problème qui touche énormément de gens, même des gens jeunes, même des gens bien, même des gens heureux dans tous les autres points de vue. Surtout pour les travailleurs du web d'ailleurs, surtout pour les travailleurs d'internet qui travaillent tout seuls chez eux. Ah ouais. Quand on est Et c'est adulte, le. ça devient difficile. c'est- Mais c'est la question numéro un à résoudre hein, Mm. quand tu travailles, quand tu es indépendant. Ouais. C'est pas le business, c'est comment gérer la solitude. Quand t'es chez toi, tu travailles chez toi, tu manges chez toi, euh, Mm. c'est sûr. En fait, il y a plein de gens bien et intéressants qui sont seuls aujourd'hui ou qui ont pas en tout cas la vie sociale qu'ils veulent. Et c'est pas juste des weirdos en fait. C'est plein de gens bien et intéressants ou des gens un peu timides, tu vois, très intéressants mais un peu timides. Donc, Et en fait, avis, il faut en il parler faut quoi. des connecteurs dans le monde. Il faut des Exactement, connecteurs, donc plus de exactement. connecteurs, d'organisateurs de soirées, et ouais, Les connecteurs arrêtez ont d'être. ont une influence sociale gigantesque. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'influence. J'aime bien sentir mon influence positive, évidemment, quand elle est positive sur les autres. C'est pour ça que je fais ce métier aussi. J'aime bien recommander des trucs, donner des conseils, etc. Et j'ai remarqué que dans un cercle plus restreint, dans un cercle social, les connecteurs ont une influence énorme sur. C'est eux qui permettent au groupe de se rencontrer, à des amitiés de se faire, à des collaborations d'émerger. Et ils prennent une importance en fait. Et moi, je sais tous les connecteurs que j'ai dans ma vie. Déjà, je les remercie parce que souvent c'est grâce à eux que j'ai rencontré tous les gens que j'ai pu rencontrer ces dernières années, parce qu'ils m'ont connecté avec eux justement. Et c'est des gens qui sont vraiment qui sont influents, qui sont importants pour moi, de qui on parle quand ils sont pas là. Enfin, tu vois. Et ça, je trouve ça séduisant cette idée-là, tu vois, de devenir un connecteur et de prendre d'assumer cette part d'importance dans la vie des autres, de dire j'ai plus seulement envie d'être une sorte d'électron libre qu'on aime bien mais à qui on fait coucou de loin. J'ai Qui, envie que les qui est gens un se peu disent bizarre, qui est un peu dans ah son Antoine, monde. est-ce qu'il va m'inviter à sa prochaine soirée? C'était trop bien la dernière fois et tout, tu vois. C'est un petit ego trip, mais voilà, c'est nouveau pour moi et j'ai envie de l'explorer quoi. Parce que Et, toi, t'as un événement marquant. bon, moi, j'ai eu un petit contrôle fiscal, mais c'est la routine, hein. C'est la D'habitude, hein. routine. Comme un lundi quoi. Voilà. Pour un de tes Ouais, non, clients, hein, c'était. précise. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça s'est bien passé. Voilà. Ouais, ça s'est bien passé. Moi, j'ai plein de nouveautés avec mes clients. J'ai un client qui part à Dubaï. J'ai un client qui est pas mal en croissance, donc qui a une grosse équipe, etc. J'ai plein de nouveaux challenges. Et c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est de découvrir des nouveaux trucs tous les jours, quoi. Et donc, ça, j'adore. Voilà. Donc, ayez plus de clients, aimez-vous les uns les autres et restez libres. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Au revoir.